Mesdames, Messieurs, bel bonjour, bel bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Un nouveau rendez-vous que je vous propose, c'est Missé Poussam. Ben, voilà la raison pour laquelle on reçoit aujourd'hui Monsieur Thierry Claveau. Thierry Claveau, bonjour. Bonjour Alfonso, très heureux d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de mon passage sur l'Hexagone, bref passage d'une quinzaine de jours. Voilà. Ça se passe bien, ça s'est bien passé, puisque vous avez pu rencontrer du monde, la diaspora, les gens du Caraïbes, les amis, la famille. Malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer beaucoup de monde parce qu'il fait froid, c'est pas toujours évident de se déplacer. Bon, mais j'ai rencontré des amis puisque c'était le 5 octobre, c'était mon anniversaire. C'était le 6 octobre, c'était mon anniversaire. C'était l'anniversaire d'une amie à moi. C'était l'anniversaire du maire actuel du Caraïbes, le 6 octobre. Et bon, j'ai pas eu l'occasion parce que bon, il y a eu beaucoup de petits problèmes et j'ai pas eu l'occasion de lui envoyer un message. Mais bon, j'ai eu quand même une pensée pour lui. Oui, j'ai rencontré quelques amis, hein, des amis très très proches, hein, que j'ai l'habitude de rencontrer quand je vais à Paris, etc. Mais je n'ai pas eu le temps de rencontrer la diaspora, comme tu dis, etc. Non, ce sera peut-être une autre occasion, à une autre occasion. Oui. Justement, vous avez parlé du maire de Caraïbes. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle le R, les mouvements, la violence et tout ce qui se passe au niveau du Caraïbes et à la Martinique d'une manière générale? Bon, je pense que très honnêtement, il faut différencier la revendication menée par le RPRAC et qui menée par Rodrigue Petitot. Il faut différencier ça de la réaction, si on peut dire, des jeunes enfin, je dis des jeunes, on a tendance à dire des jeunes, mais il y a de la population, de certaines tranches de la population qui effectivement font des actions qui ne sont pas très, très, très honorables. Mais moi, je pense que c'est une situation générale. Hein. C'est pas, quand je regarde ce que fait actuellement le R, qui n'est pas détenteur de mandat électoral, qui n'a pas, à la date d'aujourd'hui, ni un poste comment dirais-je, un mandat de conseiller municipal même, je vois que quand même il se débrouille assez bien. Et moi, je pense qu'il y en a qui devraient se remettre en question parce que quand on se rend compte de l'impact de son action face à ceux qui sont détenteurs de mandats électoraux, députés, sénateurs, maires, conseillers territoriaux, présidents du conseil de la collectivité territoriale, on se pose des questions. On se dit vraiment comment ça a pu arriver là. C'est qu'il y a une défaillance en quelque part. Il faut le reconnaître. Qu'est-ce que vous en pensez, l'action de Pepito? Elle est en quelque part légitime. Parce que peut-être que certains vont tout mélanger, mais il n'y a pas de révolution sans souffrance, sans mort, sans sang. Ça n'existe pas. Je ne vais pas dire qu'il s'agit d'une révolution, mais à quel moment les élus, et quand je dis les élus, je ne parle pas des élus de la Martinique, je parle des élus d'une manière générale, le gouvernement, ceux qui ont la charge de nous diriger, à quel moment ces gens-là prennent en compte tous ces problèmes-là. Si tout ça avait été pris. En 2009, il y a eu une alerte. Ceux qui avaient 15 ans en 2009, ils ont eu 30 ans, ils ont 30 ans aujourd'hui. Et ils voient que leurs parents sont dans la même situation. Et eux-mêmes, ils subissent les mêmes choses. Comment voulez-vous que les gens réagissent? Comment vous expliquer? Ce sont autant de questions qui restent sans réponse, ou peut-être que les réponses sont là, mais comment vous expliquer que la Corse a eu un problème avec son port? En 26 heures, le problème a été réglé. Nous sommes déjà à plus de 42 jours de grève. Personne ne semble réagir. Alors moi, je ne veux pas faire de procès d'intention à qui que ce soit, mais... J'allais poser la question concernant l'attitude de nos élus là-bas. Ils ont d'autres préoccupations. La méthode n'est pas bonne. C'est d'ailleurs ce qui a excité les jeunes en particulier, parce que nous sommes des personnes qui sont très, très, comment dirais-je, comment dirais-je, enfin, nous avons le sang chaud. Et donc, par conséquent, c'est pas facile
pour nous d'accepter qu'on puisse sortir d'où on sort pour venir nous dire comment on doit mener nos revendications, nos mouvements, etc. Et donc, ça a été très mal perçu et ça a eu un effet contraire. Mais je veux comprendre que quand il y a des problèmes, quand il y a des violences, etc., il est normal que l'État puisse effectivement essayer de remettre de l'ordre. Mais ce n'est pas comme ça. Après, je ne suis pas un spécialiste du maintien de l'ordre. Je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai la solution. Mais néanmoins, il ne faut pas non plus mettre de l'huile sous le feu. C'est ça qui est embêtant. Maintenant, nous allons parler un petit peu de vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos amis? Bien, écoutez, moi, je suis Thierry Claveau. Je suis actuellement un cadre territorial, en fait, depuis déjà un certain nombre d'années, qui exerce en qualité de directeur général des services dans une collectivité dans le sud de la Martinique. À ce jour, je comptabilise 38 ans de métier. J'ai 58 ans. Et voilà, donc j'ai commencé tout jeune à l'époque. J'ai fait du droit comme tout le monde à l'époque. Et j'ai pu donc occuper plusieurs postes, plusieurs fonctions et plusieurs postes, même du bas de l'échelle jusqu'au sommet de l'échelle. Et je ne suis pas trop mécontent. Ça m'intéresse. Le bas de l'échelle, c'est quoi? Vous avez commencé. C'est que j'étais un agent de bureau, un agent administratif, un agent d'exécution. Et donc, par conséquent, c'était à l'époque, j'avais 19 ans, j'étais à la perception de Saint-Pierre. Beaucoup m'ont connu à cette époque. Là, et ensuite, chemin faisant, voilà, j'ai mené ma carrière, si on peut dire. Enfin, j'ai fait mon parcours professionnel pour arriver aux fonctions de directeur général des services. Aujourd'hui, je comptabilise environ 10 mairies dans lesquelles j'ai travaillé. Vous avez même été à l'école hôtelière. Oui, bien sûr. J'ai un parcours au départ. Je vois que vous faites du pain au beurre, tout ça. C'est pas du tout de ça que je tiens cette histoire de pain au beurre. Je tiens ça de Madame Louisie Servet Louisie, plus exactement, qui est décédée, qui était un professeur d'EMT, ce qu'on appelait EMT, éducation manuelle et technique, qui nous avait beaucoup initiés. D'ailleurs, c'était vraiment une maman pour nous. Elle est décédée il y a déjà pas trop longtemps, mais enfin, ça doit faire 2 ans, 2 ou 3 ans. Et elle était à la Joupa-Bouillon. Et c'était une femme extraordinaire. C'est elle qui nous a motivés. Mais ce n'est pas à l'école hôtelière que j'ai appris à faire des pains au beurre. Même si j'avais de très bons chefs cuisiniers à l'époque, parce que je voulais faire cuisine, parce que nous, on nous avait orientés. On nous disait, quand les gens disent ça aujourd'hui, quand ils parlent quand on est à l'école et on nous disait, mais non, il valait mieux faire plombier, il valait mieux faire... Plombier, c'est très bien. Un plombier, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Mais je veux dire, vaut mieux faire cuisine, il vaut mieux faire hôtellerie. Jamais on ne nous dirigeait vers des métiers, non intellectuels. C'est ça. Et c'est vrai que nous, à l'époque, on était comme les jeunes d'aujourd'hui. On avait peur. On se disait, mon Dieu, mais est-ce qu'on va travailler? Et finalement, on s'orientait vers un métier du secteur primaire, c'est-à-dire l'hôtellerie, la restauration, des choses comme ça, pensant monter nos affaires et peut-être monter un hôtel, monter un restaurant. À l'époque, j'étais avec Jean-Philippe, toute cette équipe-là. On avait passé un concours d'entrée à l'école hôtelière. Et ensuite, on est arrivé... moi, j'ai laissé tomber entre-temps. Je me suis inscrit à la fac. J'ai fait une capacité en droit. J'ai fait un doc de droit et puis une licence d'administration publique. Et voilà. Donc, chemin faisant, j'ai changé de direction. Et je ne suis pas trop mécontent. Vous venez de Saint-Pierre, on a pu... Ah oui, je suis pierrotin, mais je crois que vous aussi, vous êtes né à Saint-Pierre. Alors, c'est ce que j'aime beaucoup, les Carabossiens qui disent « je suis Carabossien », mais ils sont nés à Saint-Pierre. Le seul qui était... Enfin, les rares qui sont nés au Carabé, c'était feu Raymond Miré, mon ami, que je dis repose en paix, parce que c'était un vieux frère. Il a été le premier né, d'ailleurs, de l'hôpital du Carabé. Et je sais qu'il me semble aussi que Pierre-Charles, comment il s'appelle André, il me semble qu'il est né au Carabé aussi. Mais il y a très peu de gens qui restent encore, qui sont nés au Carabé. Ouais, je voulais juste faire une petite parenthèse, parce que ma petite sœur, elle est née au Carabé. Ah bon, c'est très bien. Donc ce sont des circonstances, ça arrive aussi. Ouais. Mais là, ça n'a pas d'importance. Ce sont des Martiniquais
Et je ne veux pas vous mentir que le Kaobé, je le porte dans mon cœur. Parce que j'ai passé quelques années au service de la ville du Kaobé. J'étais très content. J'ai mené des campagnes électorales au Kaobé auprès de M. Mouriès, auprès de M. Laféoné, de M. Bali. Et j'ai vécu, c'est vrai que j'ai vécu ma très bonne expérience. Et d'ailleurs, auprès de bêtes politiques. M. Bali était une bête politique, hein, donc il a apporté beaucoup. Et c'est vrai que j'ai vécu les plus belles années de ma vie, je les ai vécues à Saint-Pierre, parce que je suis originaire de Saint-Pierre. Mais le Carbet, pour moi, c'est une commune, c'est pas, je me vois plus servir le Carbet sans négliger Saint-Pierre, mais je veux dire, je me vois plus servir le Carbet. Mais question c'est pourquoi le Carbet? C'est bien situé, c'est les gens du Carbet. Je ne vais pas faire de polémique ni de comparaison avec Saint-Pierre, mais pourquoi? Parce que la plupart du temps, je vous ai connu ça aussi au Carbet. Je ne vais pas le cacher. Non, c'est parce que, bien sûr, bon, j'ai eu une action associative au Carbet, et puis d'autre part, j'ai surtout travaillé à la mairie du Carbet, où j'ai eu l'occasion de rendre, je pense, pas mal de services à certaines personnes et de servir cette population à travers mes missions au sein de la mairie. Donc, fort de ça, bon, voilà, je me sens plus proche. J'ai beaucoup d'amis au Carbet, j'ai des amis à Saint-Pierre, je ne vais pas mentir, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas vrai, mais j'ai aussi et surtout des amis au Carbet. C'est pour le Carbet. Vous habitez le Carbet, voilà, tout à fait. Vous avez quelque chose à annoncer à nos amis téléspectateurs et puis les gens qui nous suivent également, YouTube, etc. Vous comptez vous présenter à l'élection municipale? Mais écoutez, je n'ai pas cette prétention de dire que je compte me présenter. Il est clair que je ne suis pas seul candidat, puisque quand on se présente aux élections municipales, on forme une liste. Donc, il y a au moins 27 personnes, si mes souvenirs sont exacts. Donc, il faut trouver une trentaine de personnes. Et pour le moment, effectivement, j'ai commencé mes premières réunions. Et bon, je suis à peu près à 10 personnes pour le moment sérieuses qui sont candidates sur la liste, mais nous allons revenir sur le terrain parce qu'effectivement, l'actualité se faisant, d'autres choses se sont présentées, l'élection européenne, l'élection législative anticipée, maintenant avec tous les conflits sociaux qu'il y a, on préfère laisser tout ça passer et nous allons revenir le moment venu pour en parler plus sérieusement, mais nous nous préparons effectivement, mon équipe et moi, à être candidats aux prochaines municipales au Carbet. Comment vous trouvez le Carbet? Alors, la commune du Carbet, bon, je ne vais pas être celui qui va critiquer. Vous pensez bien que si je me présente, c'est que je ne suis pas en quelque part satisfait. Vous pensez bien. Ben, bon, alors, le problème, fort heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement que M. Alexandre Mouriès avait été maire du Carbet. Parce que quand je regarde tout ce qu'il y a au Carbet, c'est pratiquement la signature d'Alexandre Mouriès et pas autour. Ah bon? Bon, très sérieusement, il n'y a pas eu de politique. Pourtant, Alexandre Mouriès n'a fait que 2 mandats, dont un mandat de 7 ans, exceptionnel, puisque bon, voilà, l'État avait jugé bon de prolonger les mandats des maires. Et donc, et en plus, pas de suite. Il a été maire une période de 6 ans et il a été battu et il est revenu aux affaires. Et malgré ça, il a réussi à faire beaucoup de choses, comme notamment la traversée du Carbet par la route nationale numéro 2. Hein, et il a terminé la crèche qui était abandonnée, il a fait la route de Boubois, il a fait la route du Turiaf, il a construit des logements, enfin il a favorisé la construction de logements, il a fait beaucoup de choses au Carbet, et j'en passe et des meilleurs. Et donc aujourd'hui, il avait fait à l'époque, ça c'était la première mandature, le microcentre d'ailleurs qui a été incendié, il avait rénové tout ça, enfin voilà, donc il a repris le dossier qui avait déjà été entamé par M. Laféoné de l'îlot de la mairie, c'est-à-dire toutes les dents creuses qu'il y avait dans le bourg, qui ont été effectivement, bon, que monsieur, comment il s'appelle, monsieur Écanville a terminé, hein, Jean-Claude Écanville, il a terminé, mais voilà, quoi. Donc, il a fait la place des Caraïbes, bon, qui vaut ce qu'elle vaut, hein.
Mais il a fait des choses, ok? Il a fait la maison pour tous, ce qui n'existait pas au Carbet. Vous savez, vous vous rappelez? Alexandre Mouriès. Et moi, je ne vois que ça. Bon, c'est vrai que Jean-Claude Descanville a fait, comment dirais-je, un point de vente pour les marins pêcheurs, qui vaut ce qu'il vaut. Bon, après, il a récupéré l'ancien logement, foyer logement qui est à côté de la piscine, que nous, je dis nous, parce que j'étais le directeur de cabinet de M. Mouriès. Donc, M. Mouriès avait donné ça au département à l'époque, parce qu'il pensait que c'était une charge trop importante pour la commune. Il n'avait pas voulu donner au département les biens du Carbet. C'était simplement dans l'intérêt de la commune. Le département, s'il avait eu ça, il aurait aménagé ça convenablement et marié ce logement avec la piscine. C'est ce qui était prévu d'ailleurs au départ. Quand ça avait été conçu, ça avait été conçu dans l'intérêt de loger les sportifs qui venaient, etc. Et ça n'a jamais joué son rôle, tout simplement parce que, bon, pour des raisons diverses et variées. Aujourd'hui, ce centre d'accueil sportif est là, abandonné, chauve-souris, c'est tout. Et puis, voilà, on est là, et puis bon, ça a été fait, ça a été rénové par la commune. La commune a payé pour pouvoir rénover, mais rien ne fonctionne. C'est là, dans l'abandon le plus total. Il y a quand même le médiathèque. Eh bien, la médiathèque a été inaugurée finalement, mais après combien de temps? Après 13 ans. Quand même, c'est pas sérieux. Alors, c'est ça que... Alors après, on peut effectivement facilement critiquer. Hein. J'arrive là, j'ai un regard extérieur, un regard intérieur, mais je veux dire, je ne suis pas, quand il y a du en créole, c'est ça qui est là, qui ça fait chaud. Donc, je ne suis pas à la place de Jean-Claude Descanville, je ne veux pas le critiquer systématiquement. Je vais dire que le bilan, pour moi, n'est pas satisfaisant. Après, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il a effectivement, je le reconnais, remis une sorte de sérénité qui est revenue quand il est... Enfin, les gens sont plus sereins. Il est plus médiateur, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. Il est assez médiateur, c'est un gars qui a un contact très facile. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est un gars sympa, il faut le reconnaître. Bon, il n'a pas que des défauts. Mais je ne suis pas satisfait du bilan de 18 ans, parce que je rappelle que Monsieur Jean-Claude Descanville est le premier maire après Herman Michel à avoir fait 3 mandats de suite. Parce que M. Bali n'a pas fait, il a fait 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, il avait 3 mandats de suite, il pouvait faire plein de choses, quoi. Mais bien entendu. Quand vous avez 3 mandats de suite, vous faites des projets de mandature et vous réalisez, vous avez le temps de planifier. Vous voyez ce que je veux dire? Et il n'a pas saisi cette occasion, ce que je trouve fort dommage. Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas une bonne équipe? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, bon, on ne va pas chercher à comprendre. En tout cas, pour moi, le bilan n'est pas satisfaisant. Qu'est-ce que vous comptez faire pour le Carbet? Qu'est-ce qui manque et qu'est-ce que vous comptez faire de plus? Mais écoutez, déjà, il faut donner une orientation au Carbet. Bon, il a dit, le maire sortant, que le Carbet est un lieu de fête, d'amusement. Il a dit ça, il a dit que les gens soient contents ou pas, etc. Bon, c'est peut-être une bonne chose, hein, je ne suis pas contre. Mais moi, j'aurais aimé faire du Carbet un haut lieu de la gastronomie antillaise, martiniquaise, où on va manger au Carbet. Mais pour ça, il faut donner un label, il faut accompagner les professionnels de la restauration, et faire du Carbet une vraie destination gastronomique. Mais les gens vont dire qu'il y a la fête du poisson. Oui, mais la fête du poisson, c'est à un moment donné. C'est comme si vous allez me dire que vous parlez de la fête du poisson comme si vous parlez de la fête patronale. Non, c'est tout. Je vous pose. Hein. Mais non, mais la fête du poisson, ça vaut ce que ça vaut. Ça met le marin pêcheur en valeur. Ça est un métier extrêmement dur. Et nous avons de valeureux marins pêcheurs au Carbet. Et donc, par conséquent, le Carbet est réputé aussi pour avoir du poisson de qualité. Il n'y a pas que Bellefontaine. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut donner. C'est comme quand vous êtes. C'est pas difficile, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre. Hein.
Vous allez en France, vous avez certaines régions qui ont certaines choses qui se font, qui dominent. Et moi, il y a un label, bon, les mots m'échappent, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je veux faire avec mon équipe, parce qu'il faut vous dire que je ne vais pas arriver avec des idées toutes faites et puis dire aux gens, voilà, écoutez, c'est comme ça qu'on va faire, et puis c'est pas autrement. Non, on va écouter l'équipe, chacun aura son mot à dire, chacun aura sa conception de l'administration déjà, de la commune, et par conséquent, nous allons décider ensemble du programme que nous allons mettre en place et que nous allons proposer aux Caraïbéciens. Est-ce que vous pouvez nous parler de décortiquer, enfin, vos projets et votre programme? Je vais vous décevoir, mais je ne peux pas faire ça. Parce que si je le fais là maintenant, cela veut dire que je décide seul, c'est ce que je viens de vous dire, et il n'est pas question pour moi d'apparaître comme celui qui arrive comme le sauveur, l'homme providentiel. Il y a quand même des points clés. Oui, ça c'est mon idée, ça c'est ma conception. Après, il y a une équipe municipale. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un maire n'arrive jamais à tout faire tout seul. Il a des adjoints, il a des élus, des conseillers municipaux qui sont là et qui doivent l'aider à mettre en œuvre. Si le législateur a prévu qu'il y ait un conseil municipal, une assemblée municipale, c'est bien parce qu'il jugeait qu'il fallait que ça soit une gestion collective et que des idées puissent surgir de tout un chacun qui compose cette équipe. Justement, en parlant d'équipe, il y aura monsieur et madame tout le monde? J'espère. De toute façon, je profite de votre émission pour vous dire aux Caraïbéciens qui nous regardent que je suis disponible, je suis joignable. Ceux qui veulent mener une action, qui veulent vraiment qu'on puisse faire du Caraïbe le fer de lance du Nord Caraïbe et qu'on puisse prendre la suite des 18 années de Jean-Claude Écanville et de son équipe, ou de ses équipes, parce qu'il a eu plusieurs équipes, je lance un appel et je leur dis qu'ils peuvent venir vers moi et venir participer à notre groupe de travail pour que nous puissions faire mieux que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas de venir et puis de dire que rien n'a été fait. Il y a des choses qui ont été faites. Mais moi, j'estime, je ne viens pas contre l'équipe en place, je viens pour faire mieux. Je pense qu'il n'a pas l'intention de se représenter, mais est-ce que vous avez une idée des autres candidats? Est-ce qu'il y a des bouts de couloir quand même? Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, et ça c'est un problème général qui ne concerne pas que le Caraïbe, c'est que malheureusement, on est dans des petits arrangements. Les petits arrangements, ça veut dire que je laisse la place à monsieur un tel, je préfère que ça soit un tel qui soit mon successeur, parce que je ne veux pas non plus qu'on aille fouiller dans ce que j'ai fait antérieurement, ça aussi, hein. Et malheureusement, il y a trop de petits arrangements politiques, ce qui est fort dommage. Donc, je ne sais pas si le maire ne va pas se représenter. Peut-être qu'il va se représenter comme M. Bali s'est présenté en 1977 et qu'il a passé la main à Louis Laféroné, et le curé Laféroné. Et donc, par conséquent, je ne sais pas s'il a peut-être son candidat et que lui, parce qu'il est quand même assez populaire, hein, le maire, hein, c'est un homme qui est quand même assez aimé au Grand B, il faut reconnaître. Bon. Après, moi, chacun a son opinion, chacun voit son candidat ou voit son choix, mais moi, je trouve qu'il est assez populaire. Donc, peut-être qu'il va adopter, je m'avance, je spécule sur ce qu'il va faire, peut-être qu'il va se présenter et puis qu'au dernier moment, il va devoir passer la main à quelqu'un d'autre, ou je ne sais pas. Mais je dois vous avouer que cela m'est complètement égal, parce qu'il est temps de se mettre au travail pour ce pays, et notamment pour le Caraïbe. Parce que le Caraïbe est une ville magnifique qui a un potentiel extraordinaire et qui peut faire beaucoup de choses. Le Caraïbe a une réputation. Aujourd'hui, tout le monde a un restaurant sur la plage, tout le monde est content, on a un restaurant, tout le monde vient manger au Caraïbe, mais ça n'a pas été une chose facile. Hein. On dit que c'est une commune qui est bien située. Il y a la mer, il y a la campagne. Tout à fait, elle a une ouverture sur la mer, elle a une ouverture
elle a battu sur la campagne, sur l'intérieur des terres. Donc, elle a un potentiel extraordinaire, cette commune. Mais moi, je veux rappeler toute l'initiative de la Dacha, par exemple, de l'époque, quand ça s'est mis en place avec Joël Griffith à l'époque. Rappelez-vous bien que tout ça a été fait contre l'avis défavorable du maire de l'époque. Je ne veux pas faire de polémique avec le maire de l'époque, c'était M. Laféroné, pour le dire. Et c'est M. Mouyès, à l'époque, qui avait favorisé la Dacha, rappelez-vous. Et donc, c'est parti de là. Maintenant, tout le monde a les restaurants sur la plage. Mais c'est aussi M. Bali aussi qui avait souvent dit aux marins-pêcheurs, le simple fait de tirer la seine, de prendre du poisson, ne suffit pas. Il faut que vous puissiez l'écouler tout de suite. Et donc, il voulait créer ce qu'on appelait à l'époque des tables d'hôtes. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais on voit aujourd'hui qu'il y a des jeunes marins-pêcheurs. Vous trouvez qu'ils sont bien organisés, les marins-pêcheurs? Très bien organisés. Et je peux vous dire que quand je sors du Caraïbe, eh bien, beaucoup de gens me disent qu'ils vont manger à l'éphémère, ils vont manger au Waouh, ils vont, etc. Quand je vois Olivier, je vois Olivier aujourd'hui, Olivier, c'est un patron. C'est même pas marin-pêcheur, c'est un patron. Donc, par conséquent, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Donc, moi, je pense que y a tout ça à faire, il y a tout ça à structurer, parce qu'il faut faire du Caraïbe au lieu de la gastronomie martiniquaise. On a parlé de la pêche un tout petit peu, mais l'agriculture, qu'est-ce que vous pensez des agriculteurs? Comment vous allez vous y prendre pour pouvoir les aider? Alors, les agriculteurs, leur difficulté majeure, ce n'est pas à nous de leur apprendre comment faire leur métier. Ils savent faire leur métier, ils le connaissent. C'est un métier extrêmement dur, il n'y a pas de jour. Est-ce qu'il y a suffisamment de terrain? C'est ça. Donc, après, la Martinique n'est pas extensible. Comment voulez-vous? Et notamment le Caraïbe n'est pas extensible. Ce qu'il s'agit aujourd'hui de faire, c'est surtout leur amener de l'eau pour leur permettre d'arroser, d'irriguer leur culture, et puis aussi leur permettre d'accéder à leur terrain, en fait, voilà, et à leur plantation et tout ça, et puis permettre aussi, puisqu'il semblerait que la Martinique se dirige vers un choix d'autosuffisance alimentaire. Donc on pourrait imaginer que ça pourrait s'inscrire dans cette démarche-là. Mais je crois qu'au Caraïbe, on a déjà fait quand même pas mal d'efforts sur le désenclavement de ces exploitations agricoles, et on va encore en faire s'il le faut. Voilà. Où est-ce que vous comptez prendre l'eau, puisqu'on parle de chlordécone? Est-ce que la rivière, il y a une étude par rapport au chlordécone? Alors, de toute façon, dites-vous bien que l'élection municipale concerne certes la commune, mais elle concerne aussi la communauté d'agglo. Bon, puisque la communauté d'agglo est compétente en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement. D'accord? Donc, il faudra que le Caraïbe soit fortement représenté au niveau de Cap-Nord pour que demain, on puisse arriver à traiter ce problème. Et je crois savoir que nous avons de bonnes ressources en eau, dans le Nord. Sauf que, bon, il faut rénover les réseaux, il faut voir tout ça. Bon, mais ce sont des choses extrêmement techniques, mais il faudra quand même prendre ce problème à bras-le-corps. Il y a quand même un coût. C'est clair qu'il y a un coût et qu'il faudra... Mais moi, je reste persuadé. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, on est un petit peu inquiet, pour ne pas dire qu'on est inquiet tout court. Parce que quand on regarde la situation nationale, le budget de la France, et aujourd'hui, les efforts qui nous sont demandés, notamment au niveau des collectivités, c'est vrai qu'il y aura des choix à faire, mais personne ne peut se prononcer aujourd'hui, parce que personne ne sait quelle est la situation exacte des finances publiques. Enfin, du moins, on découvre au fur et à mesure, mais c'est plutôt défavorable. Et quel sera l'impact? On parle d'augmenter les impôts, par exemple, le Premier ministre. Oui, M. Barnier veut augmenter les impôts, mais c'est la conséquence. Mais il n'y a pas qu'augmenter les impôts. On peut réduire sur certaines dépenses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on veut faire, réduire le train de vie des collectivités. Mais les collectivités territoriales, notamment les communes, ont assuré à la place de l'État, ont souvent comment dirais-je, suppléé à l'insuffisance de l'État sur le terrain. Voilà.
Donc, après, bon, on ne sait pas encore. On parle d'augmentation. Bon, le budget, il me semble qu'il n'est pas voté. Et il sera bientôt voté. C'est tellement par un 49.3. Mais en tout état de cause, on attend pour voir. Mais dites-vous bien que les temps seront durs. C'est-à-dire que ce sera très difficile d'être maire et de pouvoir satisfaire sa population. Qu'est-ce que vous pensez du Premier ministre? Et puis, ils n'ont pas gagné les élections. C'est la gauche qui est arrivée en tête. Et M. Macron a décidé de faire autrement. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Alors, le problème, c'est qu'est-ce que je pense? Est-ce que c'est vraiment important ce que je pense? Bon, moi, mon analyse est très simple. C'est que la France a perdu deux de ses valeurs. La première valeur, c'était la sincérité de ses comptes. Ça veut dire que quand elle disait qu'elle avait tant d'argent, sur le plan international, elle était prise au sérieux. Quand elle disait qu'elle avait tel déficit, eh bon, on croyait ce qu'elle disait. Aujourd'hui, elle a perdu de sa crédibilité, la France, à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est l'instabilité politique. Depuis l'arrivée de M. Macron, il faut se dire, moi ça n'a aucun impact dans ma vie, ça ne change rien, ça ne nous change rien, même si bon, ça nous impacte quand même, mais je veux dire directement, non. Mais depuis ça, nous avons une instabilité politique. Puisque, regardez, vous venez à me poser la question, que voilà, le groupe qui a fait 5%, c'est celui qui dirige. C'est d'une absurdité, ça n'a plus de sens. Et d'ailleurs, ça va générer, à mon avis, une abstention encore plus importante. Parce que les gens vont se dire, mais finalement, ça sert à quoi de voter? Puisque c'est toujours les mêmes causes qui entraînent les mêmes effets. Et on est toujours au même point, et rien n'avance. Et ça, c'est pour démotiver l'électorat. C'est l'une des raisons qui poussent les gens de ne pas aller voter, de s'abstenir? Mais quand vous votez, par exemple, demain, je me présente aux élections au Kaobi, imaginons que je puisse susciter un certain émoi et que les gens puissent se sentir très motivés. Et puis que finalement, ils se rendent compte que, je ne sais pas moi, au deuxième tour, il y a eu des alliances qui se sont faites et puis qui ont fait que, imaginons qu'il y ait un deuxième tour, que finalement les alliances contre nature ont fait que Claveau n'a pas été élu. Et les gens vont se dire, mais ça sert à quoi? Parce que c'est ça. On est tout le temps manipulé. C'est toujours les petits arrangements politiques. Et quand vous voyez, au final, tout le monde baisse les bras et tout le monde se dit, finalement, même au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez vu. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des problèmes dans ce pays à régler. Ce n'est pas faute d'avoir de la misère, de la souffrance, des gens qui travaillent et qui n'arrivent même pas à se loger, parce qu'on parle de problèmes de cherté de vie en Martinique, mais il y a des problèmes de logement. Je ne sais pas si les gens savent qu'aujourd'hui, un F3 à la Martinique, c'est 1 250 €. Je ne sais pas si vous savez, si vous savez ça, mais c'est extrêmement grave. Comment les gens qui sont aujourd'hui retraités et qui ont une pension qui de toute façon a diminué par rapport à leur dernier salaire et qui n'ont peut-être pas les moyens, aujourd'hui, comment ils vont faire pour payer un logement? Mais on parle des billets, on ne parle pas de billets d'avion, on parle pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Les pièces de voiture, tout ça, il faut parler. Mais le problème, il n'y a pas que l'alimentation. Il n'y a pas que l'alimentation et que par conséquent, il y a lieu vraiment et c'est pour ça que finalement, on se rend compte qu'on est là que pour financer l'Ukraine, financer ceci, aller s'occuper des autres, alors que bon, vous allez me dire que je parle comme Marine Le Pen, mais ce n'est pas du tout ça. Mais il faut reconnaître que quand certains partis qui ne sont peut-être pas fréquentables, mais ils disent des choses et qui sont vraies, mais on est obligé de le reconnaître. Parce que comment on peut comprendre aujourd'hui que nous n'avons pas d'hôpitaux, les hôpitaux sont dans un piteux état, notre santé est mise en danger, une population qui vieillit, et qu'est-ce qui se passe? On va donner 3, 6 milliards, 10 milliards à l'Ukraine. Mais comment quelqu'un peut comprendre ça? C'est difficile. Donc aujourd'hui, bon, moi je ne connais pas. Michel Barnier, bon, je l'ai connu parce que bon, à l'époque, j'ai milité à droite, notamment à l'UDF. Justement, je prends la balle au bon. Vous allez venir sur quelle couleur politique? Alors, non, je n'ai pas de gauche, de droite? Je n'ai pas d'étiquette politique. Mon seul but, c'est de servir la population au mieux. Ça veut dire que je prendrai le temps de rendre compte
dans la durée du mandat qui me sera confié, si la population le veut, de leur rendre compte au fur et à mesure. Et si en cours de mandat, ça ne va pas et que les gens ne sont pas satisfaits, je suis prêt à remettre mon tablier. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Que vous soyez de gauche, que vous soyez de droite, on a vu la gauche au pouvoir. La gauche était censée être celle qui défend la veuve et l'orphelin. Nous sommes d'accord? Qui défend la misère, le petit peuple. Eh bien, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous voyez, est-ce que vous voyez la gauche, quand la gauche est au pouvoir, est-ce que vous avez vu vraiment, en dehors de Mitterrand, il n'y a pas eu de progrès social depuis, après Mitterrand. C'est fini. Et je me demande des fois si, quand la droite est au pouvoir, si elle n'a pas peut-être fait plus de choses. Je ne défends ni la droite ni la gauche. Je suis à l'échelle d'une commune, d'un village, avec des Carbéciens qui ont besoin qu'on leur apporte un meilleur confort, qu'on puisse arriver à concilier l'activité économique et professionnelle sur le territoire et la vie de ceux qui sont là au Carbet et qui ont envie de vivre tranquillement. Okay? On peut concilier un développement économique avec une tranquillité publique. La jeunesse, qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse carbécienne? C'est difficile parce qu'elle n'est pas plus comment dirais-je, elle n'est pas plus mauvaise que les jeunesses des autres communes, mais elle est aussi impactée par les problèmes sociétaux que nous rencontrons aujourd'hui, c'est-à-dire l'argent facile et avoir tout de suite. C'est ça, malheureusement. Et il est difficile, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que je vais mettre comment ça s'appelle, des ateliers chantiers d'insertion. Oui, je dirais oui. Mais les jeunes d'aujourd'hui qui vont vous dire, oui, mais moi, en une journée, je fais 3 000 € quand je vends de la drogue. Je ne parle pas du Carbet, d'une manière générale. Ils vont vous dire, mais attendez, moi je gagne, allez, on va être plus raisonnable, 1 000 € par jour, même 500 € par jour pour gagner. Comment il y a les bouglades demain matin, qu'il a allé couper Zeb, est-ce que ça ne va pas l'intéresser pour gagner quoi, 1 200 € pour un mois? C'est qu'il gagne en même pas en une semaine? Mais non. Donc, le problème est plus profond que ça. Il faut revenir à des valeurs. Il faut essayer. Bon, moi, je pense que ceux qui sont déjà partis dans cette direction, il est difficile d'arriver à là. Un maire ne peut pas faire tout ça. Je ne peux pas, par exemple, dire que Jean-Claude Écanville n'a rien fait pour la jeunesse. Ce n'est pas vrai. La jeunesse est seule responsable de son destin. Un maire ne va pas donner la main à chaque jeune et puis leur dire « Eh bien, viens mon garçon, viens, le maire va t'aider. » Mais d'abord, ils ne vont même pas écouter le maire. Parce qu'à l'époque, nous, quand on voyait le maire, le curé, les gens comme ça, on les respectait, les grandes personnes. Aujourd'hui, c'est du mal, on se dit « Mais c'est le cas jouer plus. » Donc, ça n'a aucun sens. Moi, je ne dis pas que c'est perdu, qu'il n'y a pas de solution. Nous allons mettre en place, parce qu'il faut savoir aussi que la commune n'est pas à elle seule compétente pour traiter le problème. C'est un problème qui est de la compétence de l'État, des EPCI comme Cap-Nord, etc. Et aussi, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs sur ce qu'on peut faire pour accompagner la jeunesse. Mais si la jeunesse ne veut pas s'en sortir, c'est la volonté. Personne ne peut se substituer à la volonté de quelqu'un. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas faire à la place de la personne. Il y a quand même des pistes, par exemple le sport. Est-ce que le sport est bien développé au Carbet? Alors, je ne vais pas. Il y a quand même des plateaux sportifs. Le Carbet est connu et réputé pour être suréquipé dans une piscine olympique, la seule de la Martinique, qui est une piscine territoriale, qui a quand même un plateau sportif. Oui, c'était à l'époque, vous vous rappelez, je vais mal le répéter, c'était Georges Pompidou qui avait dit à l'époque que les champions viendront des Antilles, des DOM. Et donc, il a dit de suréquiper les DOM, et c'était le fameux plan 1000 piscines, etc. Et le Carbet a bénéficié d'une piscine, et fort heureusement, Jean Bali a réussi à faire le département de l'époque, récupérer cette piscine qui coûtait excessivement cher, parce que vous savez que c'est un équipement qui coûte excessivement cher en fonctionnement. Mais pour revenir à cette histoire de sport, de club sportif, ce serait aussi facile pour moi de dire que Jean-Claude Écanville est responsable du fait qu'il n'y ait pas le renouveau, que tout ça est mort. Personne, aucun maire normalement constitué ne peut à lui seul forcer les initiatives.
Si la jeunesse, rappelez-vous bien, monsieur Alfonso, rappelez-vous bien qu'à l'époque, on faisait le championnat local, c'était une volonté de la jeunesse. Contre vents et marées, on arrivait à organiser un championnat local. D'ailleurs, il y avait Olivier, il y avait Ariel, il y avait Josira, Camille, j'en passais des meilleurs. Et il y avait Marcel Rose, il y avait tous ces types qui sont devenus maintenant des vieux gourous comme moi. Et on avait réussi à monter quelque chose. On avait assuré les jeunes, on avait fait des trucs, on avait vu des sponsors. Et c'était pas facile, hein? Même des groupes musicaux. Mais absolument. Et on avait réussi quelque chose. Mais tout ça, ça passe par la volonté des uns des autres. Un maire, même s'il dit, écoutez messieurs, venez, je vais vous aider. Mais si vous ne venez pas, comment il va faire? Il ne peut pas se substituer à la volonté des gens. Il y a eu le renouveau. Le renouveau a existé depuis des années. Aujourd'hui, il n'y a plus le renouveau. Mais est-ce que c'est la faute du maire? J'ai envie de vous dire, non. Moi, je n'y crois pas. Je ne vais pas le critiquer sur ça. Parce que je reste persuadé que si les jeunes veulent vraiment organiser quelque chose autour du sport et créer un nouveau club ou créer une véritable activité autour de... Il y a tout ce qu'il faut parce que la commune a mis à la disposition des jeunes d'aujourd'hui et des moins jeunes suffisamment d'équipements. Ici au KOB, il y a des plateaux sportifs, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir redémarrer éventuellement la création de nouveaux clubs, etc. Mais si pas des personnes pour jouer comme on est fait, c'est pas meilleur qui aller jouer tous ces matchs-là, quand même. J'aimerais revenir, parce qu'il y a aussi le collège du Carbet. Est-ce qu'on ne peut pas faire ce travail-là au niveau des scolaires? Oui, on peut sensibiliser. Mais comme je vous dis, nous sommes une petite commune. Nous ne sommes pas la commune du François, nous ne sommes pas la commune du Saint-Esprit, qui a un service des sports, qui a un directeur des sports, etc., etc. Donc, on n'est pas la ville de Fort-de-France, même si, bon, elle est en difficulté aussi. Mais bon, ils ont des moyens. Tandis que nous, est-ce que nous, il nous appartient aujourd'hui mettre en priorité cette action? On peut la faire, on peut la faire. On peut sensibiliser les jeunes, on peut essayer de créer une école de foot, on peut faire des choses comme ça, mais je ne veux pas vous parler de ça là aujourd'hui, parce que je ne sais pas quelle est la situation actuelle de la commune. On peut parler de la pêche aussi, création d'une école de... Ça existe déjà à la Martinique, même au Carbet, dans le Nord Caraïbe, mais mettre des structures sportives, également créer une école de pêche. Alors, parce que le Carbet, il y a les marins pêcheurs, il y a la Seine, il y a... Je ne vais pas être tout à fait d'accord avec cette proposition parce que je ne suis pas contre le fait de créer une école de pêche, mais créer une école de pêche au Carbet, à mon avis, c'est pas une opportunité, c'est pas vraiment une nécessité absolue parce que aujourd'hui, le Carbet a des marins pêcheurs. S'il y a des jeunes qui veulent faire ce métier, il y a une école de pêche qui existe et la CTM est compétente pour la formation, la commune. C'est pour ça, il faut que chacun reste à sa place. À partir du moment où chacun reste à sa place, tout va très bien. Sinon, on commence à vouloir, parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde croit que le maire peut tout faire, que le maire, c'est l'apprenti sorcier qui va transformer le plan en or, et ceci et cela. Même, il y a un maire qui est un copain, il me disait, mais Thierry, tu te rends compte, je suis maire, on va jusqu'à me demander de venir régler les problèmes entre les hommes et les femmes. Dans les ménages, c'est moi qui dois venir régler les problèmes, mais ce n'est pas possible. Il faut que les gens comprennent que pendant des années, nos familles martiniquaises ont toujours pu s'organiser. Regardez l'amiral Robert, quand il y a eu le temps de l'amiral Robert, les gens ont survécu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient solidaires. Aujourd'hui, on a perdu toutes ces valeurs. C'est la débrouillardise. Mais oui. Et puis, on attend toujours sur la mairie, sur le maire, monsieur le maire, monsieur. Il faut que monsieur le maire soit là tout le temps, tout le temps. Et oui, mais ou pas maire, pour quelle raison? Peut-être parce qu'il a occupé justement essayer d'améliorer confort. Hein, c'est pas parce qu'il vient physiquement que voilà. Bon, bien entendu, le maire viendra. Le maire que je serai demain matin sera à côté de la population. Mais ce n'est pas la peine de faire le macaque pour faire croire aux gens qu'on va faire des choses et puis au final, on ne fait rien. Et puis finalement, on déçoit les gens. Question simple. Est-ce que vous êtes satisfait des rues du Carbet? Il y a un sujet polémique quand même en ce moment concernant la rue qui passe du côté de Nesson. Est-ce que le maire il a raison ou tort? Oh, alors là...
Je vais peut-être surprendre, peut-être que les gens vont croire que finalement je fais plus de la politique pour le maire en place que pour moi. C'est pas du tout ça, mais c'est du bon sens. Mais le maire a parfaitement raison. Qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Alors, mais il y a des gens, cette route-là, je me demande même si c'est une route communale. Je me demande si ce n'est pas une route qui appartient au département de l'époque. Je n'ai pas vérifié, parce que bon, je n'ai pas eu le temps de vérifier, et puis ce n'est pas toujours évident. C'est une route qui nous amène vers le Mont-Neuf, il me semble. C'est une ancienne route départementale, si mes souvenirs sont exacts. Et moi, je trouve que c'est très bien que le maire, d'ailleurs, cette route qui aurait dû être déjà, d'ailleurs, réhabilitée depuis des années. Et aujourd'hui, il y a toute une polémique parce qu'avec, sans vouloir mettre en cause qui que ce soit qui est industriel au Kaobé, Madame Nisson Vernon et son fils qui est un brave, ce sont de braves travailleurs, ce sont des entrepreneurs très, très talentueux, mais ce n'est pas sous le prétexte qu'on a une romerie, on a des cannes, on a ceci, qu'il ne faut rien faire. C'est-à-dire que si on écoute Mme Vernon, on ne fait rien à l'entrée du Kaobé. On ne fait que Naisson. C'est-à-dire l'entrée du Kaobé, c'est Naisson. Il y a un entrepôt qu'on doit installer là, c'est pareil, il paraît qu'elle a protesté, mais bien entendu que le maire du Kaobé, totalement, je suis à fond avec lui, à fond. Et d'ailleurs, le tribunal lui a donné raison, vous avez compris. Bon. Donc, il faut arrêter avec ça. Et puis, il faut arrêter de manipuler l'opinion et puis d'utiliser. Moi, je ne suis pas de ce genre. Je ne serai jamais de ce genre. Quand le maire a raison, on lui donne raison. S'il a tort, on lui donne tort. Il a pris 13 ans pour inaugurer une médiathèque. Je suis désolé, c'est lamentable. Il a rénové le centre d'accueil sportif qui est toujours là. Ça, c'est pas bon. La deuxième tranche de la RN2 devait se faire. C'est toujours pas fait. Ça, je peux lui dire que je ne suis pas d'accord, ok? Que je ne suis pas content et que je ne suis pas satisfait de ces manquements à ce niveau. Mais s'agissant de la route qui mène vers les j'oublie le nom exactement, je ne sais pas si c'est Beaufort, voilà, qui rejoint le Mont-Nevers à travers l'habitation Nisson. Pour moi, je trouve que c'est une excellente initiative. Et le coin? Le bord de mer avec l'histoire de... Là, par contre, je suis désolé, je ne rejoins pas le maire. Parce que personne n'a compris, d'ailleurs, son attitude dans cette affaire. Parce qu'on se demandait qu'est-ce qui faisait que? Est-ce qu'il n'était pas un peu manipulé? Parce qu'on ne voit pas en quoi... parce que c'est pas sous prétexte. Parce qu'il y a eu, comme disait Christian Morin, d'ailleurs, et d'autres, et la sœur de Christian Morin, qui disait qu'il y a eu, je crois même Paul aussi, et il y a eu un restaurant qui était là. Alexandre Youran était là, il était bien tout le monde. Il n'y avait pas de problème. Mais on aurait dit que vraiment, sous prétexte d'emploi, d'activité, on fout le bordel. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut de l'ordre. Comme dirait quelqu'un qui a dit qu'il veut mettre de l'ordre. Et moi, je vous assure que là, il faudra mettre de l'ordre. Il faudra faire appliquer la loi. C'est tout. Et rien que la loi. Au niveau de logement? Eh bien justement, alors au niveau de logement, je découvre avec désarroi qu'au Kaobé, il n'y a pas de logement. Ni dans le secteur, dans le parc privé, encore moins dans le parc des logements sociaux. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Kaobé? Il y a un véritable problème, c'est que tout le monde aujourd'hui a trouvé le moyen de mettre en place des logements Airbnb. Et bien entendu, pensez bien que quand on dit à quelqu'un de venir pour 1 000 € pendant une semaine, c'est beaucoup plus avantageux que d'aller demander un loyer de 750 € ou de 800 €, même de 1 000 € à quelqu'un par mois. Donc tout le monde a fait du Airbnb. Donc qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus de logement? Et le si peu de logement qu'il y a, c'est très cher. C'est 1 200 €, c'est 1 400 €, c'est une catastrophe. Or, le maire, là c'est le maire, il a la compétence de réglementer cela. Ça veut dire qu'il faut qu'il peut fixer par un arrêté le nombre de Airbnb par rapport au nombre de logements disponibles.
C'est-à-dire que s'il dit que, par exemple, il autorise, je sais pas, je dis n'importe quoi, sur 100 logements, je dis n'importe quoi, il dit 100 logements, il dit, bon, ben, il autorise 15 Airbnb. Et le reste pour la location. Ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Et sur ce point-là, excusez-moi, mais c'est pas... on est un petit peu... et la population ne risque pas d'augmenter. Parce que ce n'est pas avec les Airbnb que vous allez augmenter la population. Nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Donc, il y a un véritable problème de logement. Et puis, il faut aussi voir avec, dans le cadre de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire toute la partie plan local d'urbanisme, pour voir comment on peut éventuellement faire une véritable action et inclure l'impérieuse nécessité de créer des logements au Carbet pour faire revenir les gens au Carbet. Dites-moi, Monsieur Claveau, est-ce qu'il y a un sujet qui vous tient à cœur que vous voulez annoncer à nos amis qui nous suivent, les Carbétiens? Alors, je dis aux Carbétiens que je compatis un petit peu à ce qui s'est passé dernièrement, parce que c'est assez choquant. C'est vrai que le Carbet est connu pour être un lieu de lutte syndicale et par le passé, etc., qu'on va pas remuer encore, hein. Mais on n'a jamais connu le Carbet avec autant de violence. Une pharmacie incendiée, c'est grave. L'ancien tribunal, qui était quand même un haut lieu qui a connu pas mal de personnes, notamment Herman Michel, qui a officié dans ce tribunal et qui est parti en fumée, qui était pratiquement un monument historique. On me dit que la médiathèque aussi a été un petit peu, je ne sais pas, je n'ai pas la vérification, on m'a dit ça ce matin, comme je suis au département, donc voilà. Mais ce sont quand même des entrepreneurs, ce sont quand même des professionnels. Et une pharmacie, c'est quelque chose de nécessaire. Ça permet aux gens aussi d'avoir accès aux médicaments et tout ça. Et puis, c'est un jeune pharmacien, si mes souvenirs sont exacts, et qui a quand même investi. Et moi, je pense que le Carbet, j'ai eu quelqu'un hier et aujourd'hui ce matin, très tôt, la personne m'a dit le Carbet est triste. Les gens sont tristes. Alors, c'est vrai que les gens ne comprennent pas pourquoi on s'en prend à ces bâtiments-là et quelle est la nécessité. Mais bon, le problème est beaucoup plus vaste. On ne va pas revenir là-dessus. Mais en tout cas, je veux envoyer toute ma sympathie à ces personnes qui sont concernées par ces sinistres. Et c'est tout ce que je peux dire. Hein. Je ne peux, face à tout ça, on ne peut rien dire. À moins que si on a la machine à remonter dans le temps, on pourrait rectifier beaucoup de choses. Mais en toute logique, j'ai envie de vous dire, voilà, on ne peut que compatir à leur souffrance. Alors, ce que nous avons, c'est c'est pour ça, nous avons exprimé comme nous. Mais on n'est pas téléguidé, on peut revenir sur certaines choses. Qu'est-ce que vous avez oublié et que vous voulez développer un peu plus? Je n'ai rien oublié. Je veux simplement dire aux Carbétiens qu'ils me connaissent, qu'ils savent qui je suis, ils savent la rigueur avec laquelle j'ai travaillé quand j'étais au service de la commune du Carbet, combien j'ai été à leur service. Hein. Moi, je crois qu'en tant que citoyen du Carbet, je souhaite simplement me mettre au service de cette population. Donc, ce que je voudrais profiter de votre antenne pour dire aux Carbétiens, que ceux qui se sentent concernés, qui se sentent intéressés par la situation du Carbet et qui sentent qu'ils ont cette même approche que moi de la gestion des affaires publiques au Carbet. J'ai envie de vous dire, je suis là à votre disposition. Vous pouvez me joindre, vous pouvez me rencontrer. Je suis accessible et je suis preneur de tout le monde. Je n'ai pas besoin comment dirais-je, d'intellectuel particulièrement, ni de manuel. J'ai besoin de tout le monde. Tout le monde, c'est monde. OK? Vous êtes prêt à travailler avec tout le monde, quoi. Les élus, les jeunes, les anciens, tout le monde. Je suis prêt à travailler avec tout le monde et je respecte tout le monde. J'ai ma vie personnelle, j'ai ma vie privée. Chacun a ses défauts, ses qualités.
Et je considère que je ne suis pas parfait. On vous interpelle sur votre vie privée? Ben, c'est un peu normal, parce que les gens, vous savez, malheureusement, c'est ça justement, c'est cette image que je veux arriver à combattre. Cette image où il faut que vous soyez le Jésus-Christ quoi, de la commune, quoi. C'est-à-dire il faut que vous soyez l'exemple, etc. Nous sommes des hommes faits de chair et de sang. Nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur. Et puis, nous ne sommes pas des hommes providentiels. Il faut que les gens comprennent ça. Après, nous arrivons avec un programme, nous nous engageons, nous avons la confiance du peuple, et bien nous essayons de décevoir le moins que possible. Voilà, c'est ma conception, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pas la peine que je... Par exemple, là, j'aurais pu largement critiquer le maire et puis partir dans un délire de « Ah ouais, c'est ci, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça ». Parce que ça, c'est le schéma classique. Il faut qu'on modernise la vie publique, la vie politique. Il faut qu'on puisse reconnaître que l'autre qui était là, il a tenu. C'est comme lorsque nous arrivons comme employés de mairie. Nous arrivons et puis il y avait les anciens qui étaient là. Quand je suis arrivé à la mairie du Carbet, il y avait feu Madame Marcé, je salue sa famille. Il y avait Monique Martinche qui restait 47 ans à la mairie du Carbet. Eh bien, qu'est-ce qu'on allait dire? On allait jeter ces gens-là et puis on allait dire, moi, c'est moi qui connais tout parce que j'arrive, je suis jeune, je suis plus diplômé. Ça, moi, je pense que ce n'est pas une méthode. C'est exactement le même phénomène qui se passe en politique. On arrive et puis on dit « Ah ouais, celui-là n'a jamais été capable, c'est un incapable, c'est un abruti, c'est ceci, c'est cela, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci, il n'a pas... » Non, on vient toujours contre. On ne vient pas pour. Moi, je viens pour faire mieux. Okay? Et je pense que ceux qui étaient là ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Voilà. Eh bien, c'est pour ça que nous ici aujourd'hui. Mais c'est pour ça que nous avons parlé, comme nous avons dit, nous avons parlé en français, nous avons parlé en créole, nous avons développé. Si nous n'y avons pas à dire, nous avons dit. Si nous reviré en question, pas ni pièce problème. Et puis prendre contact avec nous, puisque adresse ça là, et puis nous avons parlé. Eh bien, je vous remercie parce que, rappelez-moi, vous m'avez interpellé pour présenter, pas forcément le programme, vous présenter. Et après, par la suite, ce que vous comptez faire pour la commune du Carbet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de gagner le haut million. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'idéal. OK. Bien, non, enfin, vraiment, dans mon action publique, j'aimerais bien être au service de la commune du Carbet. J'aurais bien aimé. Et il faut comprendre aussi que ça a un impact sur ma vie professionnelle et personnelle. Parce que dites-vous bien que si je deviens le maire du Carbet, je ne pourrais plus être le DGS de la ville du François. Parce que je ne pourrais pas concilier les deux. Je ne pourrais pas objectivement être le maire du Carbet et puis aller faire le DGS au François. D'ailleurs, le maire du François qui attend beaucoup de moi va tout de suite me dire, mais tu seras pas... Qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, mais je ne lui ai pas encore parlé de ça. Il sait ça, il le sait. Mais je ne lui ai pas, parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de se voir, parce que je suis parti, il y a eu plein de choses qui ont fait que, bon, ben voilà. La famille est au courant? Oui, ma famille a toujours été... Tout le monde, voilà. n'a jamais été d'accord que je sois en politique. Hein. Ma mère est morte, mais elle n'était pas... Non, elle n'a jamais été favorable. Je suis le seul à faire de la politique dans ma famille. Personne, mais moi je fais ce que je veux. Ma famille sait très bien qu'elle ne peut pas m'empêcher de faire ce que je veux. Et puis moi c'est... Vous venez d'une famille de combien Nous sommes 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, et de 2 lits différents. Et donc voilà, et aujourd'hui notre mère elle est partie, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ma famille, bon je pense que si je suis maire, elle sera très contente, elle ne sera pas mécontente. Mais après, pour moi, ce n'est pas une victoire contre l'autre. C'est une victoire pour la population, dans l'intérêt de mieux servir la population. C'est tout. Je ne suis pas dans un combat d'adversaire, de ceci, de cela. Non. J'estime que je veux me mettre au service. J'aurais pu être un simple conseiller municipal aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous dit? Peut-être que si je n'arrive pas à constituer une liste, je serai peut-être sur une liste de notre candidat. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne dis rien. Mais je n'ai pas la grosse tête. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye de garder une très grande simplicité, hein, d'un homme accessible, simple, et qui se fait comprendre, et qui dialogue avec les gens, et qui essaye d'aider les gens. Voilà. Le mot de la fin? Le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? Je souhaite que les choses se calment à la Martinique, que
qu'on essaye que ceux qui sont en charge des responsabilités publiques dans ce pays, qui est la France et particulièrement la Martinique, puissent arriver à régler les problèmes et diminuer les souffrances, parce qu'il y a un peuple qui souffre, il y a des gens qui souffrent à la Martinique. Et aujourd'hui, il faut vraiment que nous puissions prendre en compte ces problèmes. Nous ne sommes pas, comme je le disais tout à l'heure, des apprentis sorciers, mais mettons-nous au travail, faisons ce qu'il faut et restons, ne serait-ce qu'à l'échelle de la commune, je veux dire, restons à notre place. N'essayons pas de devenir des sénateurs, des ceci, de chercher des postes, des ceci. Nous sommes maires, eh bien, travaillons comme maires. Après, s'il faut qu'on soit sénateur, on le sera. Vous n'êtes pas pour le cumul des mandats? Non, je ne dis pas que je ne suis pas pour le cumul des mandats. D'ailleurs, c'est l'absence de cumul de mandats qui a foutu la fin de cette merde-là. Mais ce que je veux dire, excusez-moi, je suis un peu trivial, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire comme si nous étions un fonctionnaire qui passe des concours et puis qui monte, comme si on a une carrière politique. Il n'y a pas de carrière politique. Et pour moi, il y a des hommes politiques désireux de se mettre au service des autres. C'est tout. Et de la société. C'est tout. Dans l'intérêt général. Point. C'est ça. Donc, moi, c'est tout ce que je peux dire. Hein, et je souhaite que les choses rentrent dans l'ordre et qu'on puisse se calmer et puis essayer de trouver la meilleure solution possible. Mais les problèmes demeurent. Il ne faut pas faire illusion. Vous êtes le premier à participer à ce rendez-vous, Missé Poussam, d'Alfonso. Je vous remercie. Je vous souhaite la réussite. Hein, c'est moi qui vous remercie. Et puis, la réussite, c'est quoi la réussite? C'est la réussite dans ce que je veux faire pour les autres. C'est ça qu'il faut me souhaiter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Missé Poussam, maman il a. 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 Missé Poussam, maman il a.